Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Warforge et une saison vient de se terminer, la saison du mois de septembre 2025 et la saison du mois d'octobre 2025 vient de commencer. On a reçu les données du Meta Report ainsi qu'un balance patch et donc on va regarder ça ensemble. Je vous propose de commencer par le Meta Report comme on fait d'habitude. Donc on va regarder ça. Quelles sont les données de la saison qui vient de se terminer? Alors, il se trouve que j'ai déjà regardé les vidéos des autres youtubeurs qui sont déjà sortis, donc par exemple celle de JKM Silverblade. Et JKM Silverblade, il se passe un truc dans la vidéo, il nous explique qu'en fait les données du Meta Report ne sont pas fiables selon lui parce que on voit quand on regarde les données qu'il y a des incohérences et malheureusement en fait il s'est un petit peu fait avoir parce qu'il avait déjà cette idée à la base et en fait il a vu des choses qui lui semblaient être des incohérences dans les données et il a tout de suite confirmé du coup ce qu'il pensait. Voilà, il est allé dans le biais de confirmation malheureusement. Il s'est fait un petit peu avoir, il a fait un peu de cherry picking aussi sans vraiment s'en rendre compte. Et voilà, il nous explique que les données sont pas fiables, que les données sont limite fausses, limite falsifiées. Et ça, c'est très embêtant, les amis, parce que si c'est vrai, bah, c'est grave en fait. Si c'est vrai, c'est vraiment grave. Et donc, je vous propose qu'on regarde un petit peu ça pour commencer. Et on va voir que finalement, bah, c'est pas si grave que ça. Moi aussi, j'ai douté à un moment donné des données des balance patch. Ça a commencé en fait au Meta Report, pardon. Ça a commencé au Meta Report de la saison précédente, parce que je trouvais ça étonnant que les données montrent une certaine diversité dans le ladder, alors que le nouveau système, quand on y réfléchit un petit peu, bah en fait, on dirait qu'il ne va pas réellement pousser les joueurs à jouer les différentes factions, il va plutôt pousser les joueurs à jouer une faction, celle qui marche le mieux, pendant la plus grande partie de la saison, et à la fin de la saison, on va faire les points bonus, et ça va nous permettre comme ça de maximiser les points qu'on va avoir en fin de saison. Et en fait, avec les données du Meta Report de la saison précédente, on voit que, bah, en fait, si le nouveau système a réussi à équilibrer la méta. Et donc, voilà, c'est assez étonnant. Il semblerait que ça marche. Alors, ça peut s'expliquer par différents facteurs. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de joueurs compétitifs qui ont quitté le jeu parce qu'ils n'étaient pas contents de comment le nouveau système fonctionne. C'est un peu dommage, moi je trouve, parce que le nouveau système, il n'est pas si mal que ça. Il permet vraiment, voilà, comme on peut le voir, d'apporter de la diversité. Il ne faut pas voir les choses uniquement à travers le prisme de la compétition. C'est pas, il n'y a pas que les joueurs compétitifs qui jouent à ce jeu, c'est ceux qui y jouent le plus, c'est ceux qui vont être le plus présents sur les réseaux aussi pour en parler, mais c'est carrément pas la majorité des joueurs. La majorité des joueurs sont des joueurs qui sont plus casual, des joueurs qui jouent occasionnellement, qui jouent de temps en temps, qui viennent pour se faire plaisir. En fait, ces joueurs-là, c'est eux qui sont en majorité et qui vont déterminer finalement en majorité comment les datas vont se comporter, et on voit en fait que finalement le nouveau système avec les points bonus et tout permet effectivement, d'après les données du Meta Report précédent, d'équilibrer les choses et d'avoir une certaine diversité dans la méta. Et du coup, voilà, moi ça m'avait étonné quand même tout ça, parce que j'avais pas eu cette réflexion encore à ce moment-là, et donc je me suis dit ok, il y a peut-être un souci avec les données, et j'ai eu un petit doute. Un petit doute qui est resté dans ma tête, qui s'est un petit peu atténué parce que j'ai eu cette réflexion par la suite. Je me suis dit oui, mais non, en fait, c'est normal, c'est logique, ça se comprend que, eh bien, que la méta soit plus diversifiée grâce à ce nouveau système de ladder. Et là, on arrive du coup au deuxième méta report depuis le changement de système, et on a du coup notre ami JKM Silverblade qui nous explique que les données sont fausses dans sa vidéo. Et donc, aïe aïe aïe, genre, je reviens au doute que j'avais auparavant. Mais finalement, grâce à des personnes qui ont commenté sous sa vidéo, notamment Raziel, un autre youtubeur, eh bien, on comprend en fait beaucoup mieux ce qui se passe. Donc je vais vous expliquer tout ça très rapidement. Donc on a ici les Emperor's Children, ok, qui ont 50,66%, putain, 50,61% de win rate dans l'ensemble du jeu, ok. Et en division légendaire, on a les Emperor's Children qui sont un tout petit peu au-dessus, 50,68%. Ils sont un petit peu au-dessus, la différence est vraiment minime, mais ils sont tout de même un petit peu au-dessus que si on prend l'ensemble du ladder. Le truc, c'est que si on regarde les différents warlords de cette faction-là, donc Lucius, Kafrael et Xarahan, et qu'on regarde les win rates individuels de ces warlords à la fois dans tout le jeu et en division légendaire, ce qu'on peut voir, c'est que ici avec Lucius par exemple, 57,4, ok. En division légendaire, il a
il est où? Il est ici, à 56,1. Donc il est légèrement en dessous, d'accord? Il est en dessous en win rate, en division légendaire, d'accord? Le win rate de Lucius en division légendaire est inférieur au win rate de Lucius dans l'ensemble du jeu. Avec Zaran, c'est pareil, puisqu'on a 48,9% dans l'ensemble du jeu, alors qu'on est seulement à 41,8% dans la division légendaire. Et pour Kafrael, il est là, 46%, 47,6% ici, pardon, et on descend à nouveau à 43,6% ici. Et donc là, J.K. Silverblaze, ce qu'il nous a expliqué, c'est que c'est quand même bizarre. On a une faction qui a un win rate plus élevé en division légendaire que dans l'ensemble du ladder, alors que chacun des 3 warlords de la faction a à chaque fois un win rate inférieur, et non pas supérieur, en division légendaire par rapport à l'ensemble du jeu. Et donc il y a un problème. Il y a un problème, les données, cette valeur-là, elle n'est pas cohérente. Voilà, ces valeurs-là sont pas cohérentes, on devrait mathématiquement avoir un win rate en division légendaire plus faible. Sauf qu'en réalité, en fait, non, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? En fait, il faut regarder non seulement les win rates, mais aussi les peak rates de chacun de ces différents warlords. C'est ça qui va nous permettre de voir qu'en réalité, les chiffres s'équilibrent et on a effectivement un win rate plus élevé pour la faction des Emperor Children dans la division légendaire plutôt que dans l'ensemble du ladder. Comment on peut voir ça? Eh bien, on peut voir ici que le peak rate de Lucius, il est de 2,35. Ok, on est à 2,35. Pour les deux autres warlords, on va être à 2,25 ici et à 4,07 pour Kafrael. Ok. Et en fait, ces chiffres-là, ils sont très différents en division légendaire, puisqu'on a Lucius qui monte à 5,16% de peak rate, alors que les deux autres warlords, ils vont être en dessous des 2%, 1,95 et 1,58 ici. Et donc, le fait que les win rates des warlords sont plus faibles, ça joue forcément. Mais comme on a Lucius qui est nettement au-dessus en termes de win rate, mais qui est aussi nettement au-dessus en termes de peak rate, ça va faire monter en fait le win rate de la faction en division légendaire, et on va se retrouver du coup à un win rate qui va être finalement légèrement supérieur à celui de l'ensemble du ladder. Voilà, les choses s'expliquent de cette manière, et donc en fait il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison de considérer que ces chiffres-là ne sont pas fiables. On peut être étonné par ces chiffres-là, pour différentes raisons, mais il n'y a pas de bonne raison, en tout cas à l'heure actuelle, de considérer qu'ils ne sont pas fiables. Voilà. Donc je voulais parler de ça dans un premier temps. Et donc maintenant on va regarder un petit peu dans le détail. Donc voilà, on va regarder plutôt en division légendaire comment ça se passe. C'est un petit peu la même chose, mais la division légendaire est assez intéressante parce que l'écart entre les différentes factions est un petit peu moins prononcé que dans l'ensemble du jeu, et ce qu'on peut voir, c'est que l'ensemble des factions tourne autour de, entre 48 et 51%, et en fait c'est vachement intéressant ça, parce que qu'est-ce que ça nous montre? Ça veut dire qu'il y a un certain équilibre dans le jeu, un certain équilibre entre les factions qui a été trouvé, et ça c'est super en fait, c'est vraiment super. Les différentes factions se valent plus ou moins les unes les autres, on a un équilibre qui est vachement intéressant ici et que l'on ne voit pas d'habitude. D'habitude, il y a toujours une faction qui monte à, je sais pas moi, 54, 56, peut-être plus que ça encore. Et on a des factions qui vont être à 47, 46 et encore peut-être en dessous. Alors que là, pas du tout. Tout est plus ou moins équilibré. On a évidemment des factions qui sont plus fortes que les autres et des factions qui sont moins fortes que les autres. Mais c'est vraiment pas si mal que ça. C'est vraiment pas si mal que ça. Ce qui est étonnant par contre, c'est que les développeurs ont décidé de faire des buffs dans la faction des orques et dans la faction des adeptas sororitas, qui sont respectivement ici et ici, qui sont pas du tout au top du classement, qui sont pas non plus du tout, qui sont pas du tout tout en bas du classement, et on a une faction comme par exemple les Emperor Children, qui est plutôt en haut du classement, qui a été nerf. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre tout ça. Quand on regarde un peu plus près les données, on peut comprendre pourquoi les Emperor's Children, et en particulier Lucius, a été nerf. Parce qu'en fait, Lucius, on l'a vu juste avant, il est un des meilleurs warlords en termes de win rate. Il a 56% de win rate ici, et dans l'ensemble du jeu, il est même top 2, juste après Swarmlord, à 57,4%. Quand on voit que ce warlord-là est nettement au-dessus des autres, et surtout en particulier nettement au-dessus des deux autres warlords de la faction qui ont des scores absolument ridicules ici, eh bien on comprend que les développeurs aient voulu essayer de rééquilibrer un peu les choses en nerfant Lucius. Moi je trouve ça quand même un peu dommage. Ils auraient pu, alors peut-être faire le nerf de Lucius comme ils l'ont fait, mais ils auraient pu aussi mettre
un petit truc en plus, un petit buff pour ces deux warlords-là, ça aurait pas fait de mal, ça aurait permis, voilà, à ces warlords-là de pouvoir augmenter leur win rate, alors que là, le fait de nerf Lucius, tout simplement, bah, j'imagine, enfin voilà, ça va pas changer grand-chose, en fait, pour ces deux warlords-là. Donc bon, voilà. Ils ont décidé aussi de buff les orques, les développeurs, ce qui peut paraître un petit peu étonnant aussi, parce que, voilà, le top 1, le meilleur warlord de la saison, bah, c'est Gruk Face Ripa, c'est un warlord des orques. Alors après, ça peut se comprendre, parce qu'il y a eu une petite semaine le mois dernier pendant laquelle Gruk Face Ripa a été complètement overpowered. Il avait reçu un énorme buff qui l'a rendu surpuissant et tout le monde s'est mis à farmer des points en ladder avec Gruk Face Ripa et donc ça peut expliquer le win rate très important qu'il a eu ce Warlord. Il y a eu un hotfix ensuite qui a corrigé ce problème là parce qu'il était beaucoup trop fort, hein, Gruk Face Ripa, et du coup tout le monde a arrêté de le jouer par la suite et il a dû conserver son énorme win rate qu'il avait eu à ce moment-là. Si on regarde les autres warlords de la faction, on a Ghazghkull qui est pas trop mal ici, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre après? Peut-être que je les ai pas vus passer, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas en fait les autres warlords des orques qui doivent être du coup en dessous encore de Xaran qui est à 41-42%. Et donc on voit bien que effectivement les orques c'est une faction qui on dirait bien qui n'a pas bien fonctionné lors de cette saison. Le win rate global il est quand même de 49-78%, c'est pas non plus une des factions les moins fortes, mais voilà, les développeurs ont déterminé que avec ce win rate là et avec le fait que à part Gruk, mais c'est vraiment exceptionnel, eh bien les orques ont été vraiment en dessous des autres warlords des autres factions lors de cette saison, et du coup il a été légitime pour eux de faire, voilà, de leur donner une série d'améliorations. En fait ça se comprend, hein, parce que si on enlève le win rate de Gruk qui est dû exclusivement au fait qu'il a été surpuissant pendant quelques jours, et à mon avis, probablement que ce win rate global de la faction, il va complètement chuter, et peut-être même en dessous des taux, et c'est pour ça, probablement, que les développeurs ont décidé de faire des buffs au niveau de cette faction. Ce qui est vraiment dommage, et ça je suis d'accord avec tous les autres youtubeurs qui en parlent, c'est qu'on n'a pas toutes les données, et ça franchement c'est nul. Les développeurs ont dit oui, on n'a pas envie de faire des tables trop grandes, donc on va pas mettre tous les warlords et tout, mais mec, sérieux, mettez-nous les données, mettez-nous toutes ces données, parce que voilà, comme ça on n'aura pas de doute sur la fiabilité de ces données et on comprendra bien pourquoi on a tel type de changement qui arrive dans le balance patch. Mais là, c'est nul, on n'a pas toutes les données. Donc là, pour ça, par contre, je suis vraiment pas content, je suis vraiment pas d'accord. Il faut mettre toutes les données, il faut être transparent, c'est important. Voilà, là, on ne sait pas comment ont performé les autres warlords des orques, et c'est chiant en fait. Donc les développeurs, s'il vous plaît, mettez-nous toutes les données pour qu'on puisse avoir accès à tout ça en toute transparence, c'est important. Tous les joueurs le demandent, donc s'il vous plaît, faites-le dans les prochains Meta Reports. Alors, quelque chose d'intéressant, j'avais pas vu, Gruk, il est seulement à 48% hors division légendaire, enfin en prenant l'intégralité du ladder. Donc vous voyez, ça montre bien qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en division légendaire. Gruk, il est nettement au-dessus, probablement grâce au fait qu'il a été surpuissant pendant quelques jours. Et voilà, et on comprend un petit peu mieux pourquoi les orques ont effectivement été en dessous de toutes les autres factions. Et d'ailleurs, voilà, on le voit ici, effectivement, si on sort de la division légendaire, effectivement, les orques, ils ont été tout en bas du classement. Et donc, on comprend mieux, effectivement, pourquoi les développeurs ont voulu buff cette faction. Une autre faction qui a reçu pas mal de buffs, c'est les Adeptas Sororitas, qui sont aussi en bas du classement, comme on peut le voir ici. En division légendaire, on est où en division légendaire? Division légendaire, plutôt en haut du classement, donc voilà. C'est très étonnant, encore une fois. Ce qui est bizarre, c'est que les Tyrannies, là, ils sont vraiment en dessous, et ils sont assez bas aussi en division légendaire, et pourtant, ils ont reçu aucun changement. C'est quand même bizarre, ça. Donc, Adeptas Sororitas, ok. En termes de Warlord, qu'est-ce que ça donne? Les Adeptas Sororitas, alors, nanana, je regarde un petit peu pour voir si on voit les différents Warlords ici. Eh ben, on dirait que non, du coup. Ok, on a Erika là, et après, je sais pas, peut-être que je les ai loupés. Erika ici, qui a mieux performé en division légendaire, ok. Morvenval aussi, on est pas mal. Et c'est tout. On essaie de voir ça. Ouais, ok, ça a l'air d'être tout. Non, Aveline, elle a pas bien géré du tout. Et on dirait que les autres Warlords
sont encore en dessous. Donc il y a Junis en particulier hein, qui doit être encore en dessous. Ok. Donc on voit bien qu'en division légendaire, les choses sont quand même assez différentes. Hein. On a plusieurs warlords qui vont être nettement au-dessus que si on prend l'ensemble du ladder, ce qui explique la différence de win rate global de la faction en division légendaire par rapport au reste du ladder. Et on voit aussi que les warlords n'ont pas très bien performé, d'où les buffs que la faction a reçus. Juste un mot sur les tyrannies, parce que c'est quand même bizarre, la faction la plus faible ici, une faction assez faible ici également, mais c'est vrai que d'un autre côté, on a le Swarmlord qui est au top du classement ici, et après, je sais pas pour les autres Warlords, Neurotrope, il est pas trop mal, mais il est assez faible quand même, hein, on peut le voir là. Tervigon, ouais, oula, Tervigon il a souffert, ok. Le Swarmlord il est pas si mal que ça ici non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nanana, on avait le Neurotrope, je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Non, même pas, je sais pas, ok. Bon, je suis peut-être allé un peu vite, je l'ai pas vu. Bon voilà, c'est quand même bizarre. Les tyrannies n'ont pas reçu de modification, alors ils ont vraiment pas l'air au top pour le coup. Mais bon, voilà, hein, c'est comme ça, c'est bizarre, mais ouais. Les développeurs font des choix qui sont parfois un petit peu difficiles à comprendre. Peut-être parce qu'on n'a pas accès à toutes les données encore une fois. On comprend pour les orques, on comprend pour Adetas Sororitas, mais par contre, Hive Fleet, les Tyrannies, je ne vois pas trop pourquoi il n'y a pas eu de modification. C'est bizarre. C'est bizarre. Voilà, bon, c'est bizarre, c'est comme ça. Ok les amis, bon bah voilà, on a une petite idée de ce qui a plus ou moins bien fonctionné dans la méta de la saison qui vient de se terminer. Donc on a un jeu qui est relativement bien équilibré, du coup c'est pas trop mal ici. Il y a toujours évidemment des warlords qui vont être plus forts que les autres. Certains vont recevoir des nerfs, certains vont recevoir des buffs, mais de manière générale, voilà, les développeurs se basent vraiment sur l'ensemble des données pour essayer de voir quelle faction a le plus besoin de buff ou de nerf, voilà, donc malheureusement on n'a pas accès à toutes les données, donc on ne peut pas vraiment comprendre parfaitement bien la démarche des développeurs, c'est vraiment dommage. Voilà les amis, on va regarder un tout petit peu le skirmish, c'est rigolo, on a Lucius qui a été au top du top, intéressant, hein. En même temps il a eu 2 bans pour la réédition du mode skirmish, Lucius, hein, avec l'obsessionniste et la carte légendaire, ce swordsmanship. Donc voilà, c'est des cartes qui lui permettaient vraiment de gagner un max de game. J'avais gagné beaucoup de games avec Lucius, moi, lors de la première édition du skirmish. On a Gazgul que j'avais pas joué du tout, donc ça c'est un petit peu étonnant quand même. Si, je l'avais joué un petit peu. C'est vrai que c'est assez balèze en fait, avec les nouvelles cartes orques qui font plein de dégâts quand t'as un board rempli de petites troupes. C'est assez balèze. Solar, alors là je suis assez étonné. Solar. Ramusafa, bah oui, parce que les Gene Stealers, ils sont. Enfin, Ramusafa en particulier, c'est vraiment très fort avec des combos de fou. Orican, étonné de ne pas le voir un peu plus haut parce que les Scarabs ont été vraiment très forts lors de la première saison. Et après, ok, on a plusieurs Warlords. Là, Xaraan, je suis étonné parce que moi j'ai testé un peu Xaraan, c'était pas ça du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est où Calgar là dans tout ça? Je ne vois pas Calgar. Il est où Calgar? Marneus Calgar. Là, il est pas là Marneus Calgar. C'est le meilleur deck du mode skirmish, vraiment. C'est un deck qui doit être joué par personne, il n'y a que moi qui le joue, et Jake M. Silverblade peut-être parce qu'il avait fait une vidéo sur ce deck-là. C'est vraiment bizarre parce que c'est un deck avec lequel je gagne vraiment, enfin, chaque fois quoi. Je perds de temps en temps, mais c'est très rare, et j'ai fait les 100 victoires lors de la première édition, et aussi lors de la deuxième édition, là ça vient de se terminer, avec ce deck-là. C'est un deck extrêmement fort, mais il est boudé par tout le monde, c'est vraiment bizarre. Mais bon, voilà, en tout cas, Marneus Calgar, peut-être que je ferai une vidéo dessus à un moment donné parce que c'est un deck qui est vraiment trop fort, il est super bien pensé, bien construit, c'est vraiment génial. Donc voilà, ok. Ok les amis, on va pouvoir passer aux différents changements qu'il y a eu dans le jeu. Ok, alors là on est sur le balance patch, d'accord. Donc on va commencer à regarder ça, mais en fait on va plus regarder directement in-game ce que ça donne, parce que sinon ça va être compliqué. Je vais pas pouvoir vous montrer vraiment les changements en vous affichant les cartes d'avant les changements parce que tout est allé un petit peu vite et j'ai pas pu préparer les choses comme j'aurais voulu. Et puis en plus ça prend du temps de faire ça, donc voilà.
pour que la vidéo puisse sortir assez rapidement, je vais directement vous montrer les nouvelles cartes dans le jeu. Donc c'est parti les amis, on commence donc avec les orques et on commence en particulier avec Mozrog et avec Gordrang. Alors attendez, on affiche tout ça, voilà. Donc ces deux warlords là ont reçu des buffs qui vont les rendre plus durables. Mozrog il a récupéré les 5 points de vie qu'on lui avait enlevés à un moment donné. Voilà, peut-être qu'il était moins joué, peut-être qu'il était moins fort cette saison, on ne le saura jamais parce qu'on n'a pas les datas malheureusement. Mais du coup voilà, ce warlord là a reçu, voilà, avec ses 5 points de vue en plus, il va être beaucoup plus durable. C'est un warlord qui est très agressif, donc ça peut être vraiment une menace importante pour la saison qui vient de commencer. Et pareil avec Gordrang, il va être plus durable aussi parce que son effet de Slay qui le soignait de 2 auparavant a été augmenté à 3 points de soin. 3 points de soin c'est vraiment pas rien, hein, c'est beaucoup. Et donc, on a un Warlord là qui va être aussi beaucoup plus durable qu'avant. Donc voilà, deux Warlords parmi les plus agressifs de la faction qui vont avoir plus de points de vie et plus de soins. Et voilà, c'est cool, mais en même temps, ça pourrait être dangereux. Donc, à surveiller de près, hein, ces Warlords là pourraient vraiment être dangereux dans la méta qui va arriver là. Donc voilà, faut voir ce que ça donne. C'est des changements qui sont sympas, mais peut-être un petit peu trop forts. On verra bien, j'espère me tromper, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, on a quelques unités dont le Beast Snagaboy qui ont reçu des tout petits buffs. Il est où le Beast Snagaboy? Ah là là, il est où? On a le Beast Snagaboy donc qui a reçu un petit changement, donc un effet de rallye qui lui donne plus en mêlée si on contrôle une bête. Voilà, c'est un tout petit changement de rien du tout qui va pas faire beaucoup de différence dans la méta à mon avis. Voilà, donc pourquoi pas un petit effet supplémentaire, mais vraiment ça change pas grand chose. Hein. C'est une carte qui est pas non plus très forte, hein, qui sera gérée assez facilement. Voilà, on peut lui donner flank éventuellement avec en la combinant avec certaines autres cartes, mais ça me paraît pas excessivement fort. Donc voilà, un petit changement, pourquoi pas, c'est cool. On a le Beast Snaga Boy. Non, ça c'était le Beast Snaga Boy, le Beast Snaga Nob maintenant, qui est ici, qui a reçu un point d'attaque en range supplémentaire. Donc ça c'est cool par contre. C'est un changement intéressant parce que cette carte était un petit peu faible en range attaque justement. Et avec son petit point d'attaque en plus, bah, ça la rend plus équilibrée. C'est un drop 3 assez sympathique qui va booster les bêtes qui sont de notre main. Donc voilà, c'est cool. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, le Nob on Smasha Squig. Donc une carte qui n'était pas beaucoup jouée auparavant, mais qui est sympa, voilà. Donc elle a reçu un point d'attaque en mêlée supplémentaire. Comme elle a un effet de stomp, ça la rend assez menaçante quand même. Donc on va voir si cette carte est davantage jouée par la suite. Ça reste une carte sympathique en termes de stats, hein, donc pourquoi pas. Le problème c'est qu'elle fait rien en arrivant en jeu. Mais voilà, une carte assez menaçante, donc qui pourra probablement être jouée davantage lors de la saison qui démarre. Et on a ensuite le Snakebite Nob. Donc celui-là par contre, ça c'est un changement que j'aime beaucoup. Moi je trouve que cette carte-là je l'aimais bien déjà auparavant parce que voilà, 4-3-4 pour 4 énergies, c'est un petit peu faible en termes de stats. Vanguard, ça c'est cool. Et rallye plus 1 en mêlée et en point de vie à une bête dans notre main. Donc un effet très très sympa qui va réellement booster une troupe de notre main, hein, pas seulement en point d'attaque mais aussi en point de vie, donc ça c'est cool. Et cette carte-là a reçu un point de vie supplémentaire, ce qui la rend aussi forte que eh bien, par exemple, comment il s'appelle, le Honor Guard des Ultramarines. Donc, franchement, une carte vraiment sympa qui a de bonnes stats, qui a un petit effet très sympathique aussi et qui va permettre à l'archétype des bêtes de se remettre sur le devant de la scène, je pense. En tout cas, moi j'aime bien ce changement et ça me donne envie de jouer les Beasts cette saison. Ensuite, on a le Kill Rig. Donc ça, par contre, c'est une carte, moi, que j'aime pas spécialement. Ça coûte un petit peu cher, hein, des stats puissantes ici et là, pas exceptionnelles en termes de points de vie. Il va infliger un peu plus de dégâts qu'auparavant en arrivant en jeu. Voilà, bon, petit changement qui change vraiment pas grand chose à mon avis. C'est une carte qui est pas folle. Enfin voilà, moi en tout cas je suis pas impressionné. C'est un petit changement sympa, mais voilà, c'est pas non plus très impressionnant. Et on termine avec le, comment il s'appelle, voilà, Snakebite Battle Wagon. Donc il a gagné un point de vie en plus, voilà. Donc c'était déjà une carte avec d'énormes stats. Un point de vue en plus, je sais pas si ça va changer grand chose. C'est une carte qui n'était pas jouée auparavant parce qu'elle n'est pas exceptionnelle. Hein, voilà. Si on veut jouer une grosse unité, bah, on va plutôt jouer le Gargantuan hein, qui est beaucoup plus fort. Voilà, donc ok, des stats en plus.
c'est cool, mais ça change pas grand-chose. Voilà les amis, donc on a quelques petits changements intéressants pour l'archétype des Beasts, ok, ce qui va permettre peut-être à Morgrim d'être joué davantage lors de cette saison et peut-être même d'avoir un peu plus de succès. Et d'un autre côté, on a les deux Warlords ultra aggro ici qui ont reçu plus de durabilité en termes de points de vie. Et donc voilà l'essentiel des changements pour les orques. Voilà, on espère que ça va permettre à tous ces Warlords-là de jouer davantage et d'avoir de meilleurs taux de victoire. J'espère pas trop pour Morzog et Mozrog et Gordrang. J'ai un petit peu peur qu'ils deviennent un peu trop forts. On verra bien ce que ça donne. J'espère que ça va pas être le cas. Voilà, on verra bien les amis. Et on va tout de suite passer au changement suivant. Donc les Genestealers. Ok, donc les Genestealers. Deux tout petits changements chez les Genestealers. Donc Primus Safa qui a reçu un tout petit nerf sur son talent, donc on a toujours la même chose, on pioche une troupe, on pioche un stratagème ou on se soigne de 1, sauf que cette fois-ci sauf que maintenant on ne soigne plus que nos troupes, alors qu'avant on soignait également notre Warlord. Donc voilà, un tout petit changement qui fait qu'on n'aura plus la possibilité de soigner Safa, donc ça veut dire que Safa va être beaucoup plus fragile tout de même, hein, parce que c'est déjà un Warlord assez fragile à la base, qui n'a pas de possibilité de se défendre ou d'attaquer ou de gérer les troupes de l'adversaire grâce à son talent, parce que son talent ne lui permet que de piocher des cartes ou de se soigner. Maintenant, on ne peut même plus se soigner avec le talent, donc voilà. Il va devenir un peu plus fragile, et c'est cool hein, parce que c'est un Warlord qui est très dangereux, parce qu'il est capable de sortir des combos dévastateurs en allant chercher les cartes dont il a besoin dans son deck avec le talent justement. Donc ça va pas changer, mais ça va rendre le Warlord quand même un peu plus fragile et donc peut-être plus facile à tuer, et donc forcément ça va rendre la sortie des combos plus difficile. D'ailleurs, il y a un élément clé des combos avec Safa qui est cette carte-là, le Metamorph Leader, qui a été nerf également. Alors ces effets ne changent pas, ce sont juste les stats qui ont été nerfs. Elle est passée de 666 à 345, donc gros nerf au niveau des stats, mais à mon avis ça change pas grand chose parce que cette carte là de toute façon elle n'était pas jouée pour ses stats auparavant. C'était assez rare en tout cas qu'on la mette sur le board juste comme ça pour faire joli. Non, cette carte là elle sert à faire des combos, donc en fait bah voilà, comme ces effets de combo n'ont pas été changés, et bah ça va pas changer finalement la manière dont cette carte va être jouée. Cette carte-là, on la joue à 6 énergies ou plus. On bénéficie de son effet de réduction de coût des troupes dans notre main pour pouvoir jouer un maximum de troupes dans notre main justement, juste après avoir joué cette carte-là, pour déclencher un maximum de fois son effet de Uprising qui va augmenter considérablement les points d'attaque de toutes nos troupes. Et on va combiner ça avec des initiés qui vont venir également infliger des dégâts sur le bord de l'adversaire. Et en fait voilà, toute cette stratégie-là, tout ce combo-là ne change pas. Et donc à mon avis, ça va pas changer grand chose, hein, ces petits changements-là, aux Genestealers qui vont toujours pouvoir jouer Primus Safa en mode ultra combo, ultra vénère. En tout cas, moi c'est ce que je vais faire, je continue à jouer Safa en mode combo parce que ça marche bien et parce que, voilà, parce que à mon avis, les changements n'ont pas eu beaucoup d'impact sur ce plan de jeu en particulier. On a ensuite Lucius qui a été nerf. Alors ici il n'y a rien qui change, ok, c'est le talent en fait de Lucius qui a été nerf puisque son talent à présent ne peut plus cibler, que ce soit les troupes de l'adversaire ou ses propres unités ou nos propres unités, on ne peut plus cibler quoi que ce soit avec le talent. Il a été réduit à une énergie le talent pour compenser ce changement-là, donc ça coûte plus qu'une énergie, et ensuite on ne choisit plus notre cible, on choisit tout simplement de donner vulnérable 1 à une troupe ennemie aléatoire, ou alors de soigner un directement à notre Warlord. Ça marche comme ça, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un choix aléatoire pour la vulnérabilité, et ça veut dire plus de ciblage pour le soin, donc plus d'effets de stimulation de Lucius, plus d'effets de stimulation non plus, ni même de soin pour nos troupes. Donc voilà, c'est une carte qui pouvait bien se combiner avec Veldras par exemple, ou avec l'Infractor Obsessionniste, ou même avec le Disharmoniste. Ça ne va plus être possible maintenant, le talent ne va servir à rien d'autre qu'à soigner Lucius, ou de temps en temps à donner vulnérable 1 à une unité ennemie, voilà, donc un changement quand même assez important, qui va pas rendre Lucius injouable, hein, d'accord, ça va rendre Lucius un petit peu moins agressif, mais d'un autre côté un petit peu plus durable parce qu'on a accès à du soin plus facilement grâce au fait que le talent ne coûte plus qu'une énergie. Donc voilà, un talent plutôt intéressant
qui est plus davantage un nerf qu'un buff, hein, je dis ça par rapport à la réduction du coût, mais un Warlord qui va pas pour autant rendre Lucius injouable, bien au contraire, Lucius va être parfaitement jouable même avec ce changement-là, il va être un peu plus durable, un peu moins agressif, et du coup, bah, pourquoi pas en fait, tout simplement, voilà, c'est cool, c'est cool, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Par contre, le problème, c'est que moi, j'aurais bien aimé voir des changements au niveau de Xarahan et de Lord Kafrael, des buffs au niveau de ces Warlords là. Aucun changement alors que ce sont des Warlords parmi les plus faibles de la méta de la saison précédente et donc c'est vraiment dommage. Mais bon voilà, les développeurs ont décidé de faire ça comme ça, voilà. Ça va pas m'empêcher de jouer Xarahan parce que moi j'aime beaucoup ce Warlord là et que j'arrive à bien jouer avec, mais je trouve que c'est quand même dommage qu'il n'ait reçu aucun changement, que ces deux-là n'aient reçu aucun changement. Ok les amis, on va passer aux Adeptas Sororitas qui ont reçu plein de petits changements. Hop, on va faire ça, on va afficher les troupes parce que c'est essentiellement au niveau des troupes qu'on a des changements. Alors on va les faire un petit peu dans l'ordre, il y en a un dont on parlera à la fin parce que c'est un changement un peu plus problématique que les autres. Donc on a Battle Sister Gunner qui a gagné un point d'attaque en range, voilà, donc c'est un tout petit changement qui change vraiment pas grand chose, mais du coup voilà, un petit point d'attaque en plus, pourquoi pas, c'est cool. Peut-être que cette carte était boudée par les joueurs, elle sera peut-être jouée davantage dorénavant. Le problème, c'est que cette carte-là, elle est quand même assez faible en termes de stats, de manière générale, parce que c'est un drop 2, et donc il n'y a que avec Erika qu'elle peut vraiment être jouée, parce qu'Erika booste ses stats, donc plus 1 en point de vie, et ça la rend forcément plus gênante, plus difficile à gérer. Peut-être avec Aveline aussi, hein, ça peut le faire, en boostant les points d'attaque, voilà, faut voir. En tout cas, petit changement ici, donc voilà, c'est cool. Petit changement également chez le Célestian, qui a gagné plus 1 en mêlée cette fois-ci. Moi, je trouve que ce changement, il est vraiment bien, parce que ça en fait une carte assez équilibrée, 2, 3, 4 pour 3 énergie avec Vanguard, avec la possibilité de gagner un shield par la suite. C'est une carte qui est très sympa à mon avis et qui va probablement être pas mal jouée dans la méta qui démarre. On a Dominion qui a gagné un point d'attaque supplémentaire en range, un peu comme le Battle Sister Gunner, donc voilà, petite carte qui est pas jouée en construit mais qui peut être intéressante en, comment ça s'appelle, en draft. Ok, un petit point d'attaque supplémentaire, c'est cool, des stats intéressantes, voilà, donc pourquoi pas, c'est cool, un petit changement sympathique. Simulacrum ici, il a gagné un petit avantage sur son effet de prière, plutôt que de buff uniquement les troupes, c'est maintenant un buff au niveau des troupes et du Warlord à la place, donc pourquoi pas, c'est cool, une carte qui peut être intéressante, pas exceptionnelle, mais qui est pas inintéressante non plus, donc voilà, c'est cool. Hospitalier plus 1 point d'attaque en range, on passe de 2 à 3, ça rend la troupe plus équilibrée, on a à nouveau des stats équivalentes à celles du Honor Guard des Ultramaris, donc des stats qui sont vraiment très sympas, et puis après son effet de prière n'a pas changé, donc voilà, ok. Missionary a gagné un petit point d'attaque, un petit point de vie, pardon, un petit point de vie, donc c'est une carte qui était pas du tout jouée auparavant parce qu'elle était beaucoup trop faible en termes de stats, hein, 2 en range et 4 en point de vie pour 4 énergies, c'est naze. Elle a gagné un point de vie, ce qui peut la rendre un petit peu plus intéressante, un petit peu plus jouable, il faut voir, peut-être plus avec Erika parce qu'elle peut gagner un point de vie supplémentaire encore et passer du coup à 6 points de vie, ce qui la rend du coup difficile à gérer, et donc on va avoir plus de chances de pouvoir utiliser ce talent qui est vraiment très fort pour le coup. Donc voilà, une carte quand même assez intéressante, voilà, donc pourquoi pas, il faudra tester, il faut voir ce que ça donne, elle est assez intéressante en tout cas cette carte. On a le Rétributeur qui a comment dire, un Faith Requirement qui est un peu plus faible qu'avant, je ne sais plus si c'était 2 ou 3 avant, c'est passé à 1, donc il suffit d'avoir un petit point de Faith Mana pour déclencher son effet, donc c'est cool, une carte intéressante en draft, ou intéressante si on n'a pas forcément toutes les cartes de la faction pour avoir des decks qui tiennent la route. Voilà, une carte assez sympa à mon avis en tout cas. Qu'est-ce qu'on a ici? Sister Superior, un point de vie en plus, cette carte elle était déjà assez solide à mon avis auparavant, à 4-4-4 pour 4, c'est quand même pas mal. 4-4-5 pour 4 maintenant, donc d'excellentes stats, vraiment excellentes stats, un excellent tempo drop, excellente carte en draft, probablement pas mal du tout non plus en construit. Avec Erika, 6 points de vie, l'équivalent de Chosen pour 4 énergies seulement, donc vraiment une carte potentiellement très intéressante. En tout cas, une carte très solide avec ce type de stats là, donc assez sympa comme changement, peut-être un petit peu trop fort, faut voir, mais un changement vraiment sympa quand même. J'aime bien ce changement là, cette carte elle est devenue très solide et ça donne envie de la jouer forcément. Canoness, donc voilà, on a réduit
les besoins en face de cette carte-là pour activer ces différents effets. Voilà, le reste ne change pas, donc une carte un peu plus facile à jouer encore à nouveau. Donc voilà, c'est cool. Dominion supérieur, on continue avec plus 1 point d'attaque en range. Donc voilà, une carte un petit peu plus forte, un petit peu plus menaçante. Donc c'est cool. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on n'a rien d'autre par ici. On a le Dogmata ici qui a changé, qui a gagné, non, qui n'a rien gagné, qui a eu un effet, son effet de rallye a été changé. Auparavant, il fallait nécessairement cibler une troupe, une unité pardon, alliée pour gagner un point de faith. Ça a été changé, maintenant on peut aussi cibler une unité ennemie et la détruire. Si on détruit une unité ennemie avec ça, on gagne un point de face. Donc c'est un effet qui est intéressant, qui peut nous permettre de gagner des points de face supplémentaires. Donc voilà, assez facilement je veux dire. Donc voilà, c'est cool. Alors c'est une carte qui va peut-être pas beaucoup être jouée parce que à 6 énergies, il y a quand même des choses plus intéressantes à faire. Mais voilà, un effet quand même assez sympathique. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a fait le tour? Je crois qu'on a fait le tour des unités des troupes du coup. On va faire un petit tour au niveau des stratagèmes de Vote Warrior, donc qui nous pioche une troupe additionnelle pour 2 points de face uniquement à présent, alors qu'avant c'était 3, donc une carte qui va être plus facile à jouer avec ses points de face, avec sa pioche supplémentaire, donc c'est une carte assez sympa. Un changement assez sympa parce que cette carte elle était très souvent jouée parce qu'elle est très intéressante, hein. C'est une carte de pioche qui coûte pas cher et tout, c'est cool. Et le fait de débloquer la pioche supplémentaire ici avec seulement 2 plutôt que 3 points de face, c'est quand même vachement sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pas sûr qu'on ait grand chose d'autre. Si, on a Blade of Face qui a été changé. Donc c'est la même chose. Les besoins en face ont été réduits de 5 à 4 pour répéter l'effet de la carte. Ça reste une carte pas extraordinaire, hein, mais voilà, plus facile à jouer quand même, donc pourquoi pas. C'est ce genre de petits changements qu'on aime bien voir, hein, qui vont modifier une carte mais sans la rendre overpowered pour autant. Pareil au niveau de Imperial Creed, qui coûtait 5 en points de face et qui ne coûte plus que 4. Donc voilà, c'est pareil, des cartes qui vont être un peu plus faciles à jouer, un peu plus faciles à combo, et donc c'est exactement ce qu'on a envie de voir. Et on va terminer avec du coup les cartes défensives. Sacred Altar qui est devenu extrêmement fort. Alors là par contre les amis c'est un gros changement. On gagne un point de face comme avant. Mais en plus, on donne shield à une de nos unités, exactement comme le fait cette carte-là, Prayer. Donc on a un exemplaire de plus de cette carte-là gratuit quand on est deuxième à présent. Cette carte, c'est la carte défensive en plus de base, donc tout le monde peut la jouer. Et donc là, on a vraiment une carte défensive qui est extrêmement forte, les amis, et qui va forcément être beaucoup jouée. On a Holy Fire qui a également reçu un petit buff, donc c'est le point de face ici que l'on gagne alors qu'il n'y avait pas ça auparavant. Ok, donc ça change pas grand chose, je pense que cette carte elle sera pas beaucoup jouée de toute façon, mais le fait d'avoir un point de face en plus en la jouant c'est quand même assez sympa, donc pourquoi pas, un changement quand même intéressant. Et ben voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Du coup, on a cette carte défensive qui n'a pas été changée, mais qui reste vraiment très forte. Alors, cette carte, elle est très forte parce qu'elle nous permet de jouer une unité beaucoup plus rapidement qu'en temps normal. Mais on a quand même cette nouvelle carte défensive ici qui est extrêmement forte et qui pourrait challenger même cette carte-là, parce que là, franchement, un point de face plus un shield pour 0, c'est vachement intéressant, hein. Franchement cette carte elle est devenue très forte et forcément elle va être beaucoup jouée, peut-être même jouée de temps en temps même si on a accès à cette carte là. C'est une carte qui est devenue à mon avis très intéressante. Alors il y a une dernière chose qu'on n'a pas encore vue les amis, c'est une troupe en fait, c'est celle-ci. Parce que jusqu'à présent, on a vu en fait des changements pas très importants, des petits changements sur les différentes unités et les stratagèmes de la faction. Là par contre les amis, même si ça a l'air d'être un petit changement, plus un point de vie sur cette carte-là, eh bien on est plusieurs à penser que c'est un changement qui est potentiellement assez dangereux et qui risque de rendre cette carte en fait beaucoup trop forte. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, avec ces 3 points de vie, cette carte-là va être beaucoup plus difficile à gérer en early game, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus se faire détruire directement juste par une attaque d'un Warlord. En plus de ça, avec Erika, on peut lui donner un point de vie supplémentaire pour la rendre encore plus difficile à gérer. Et cette carte-là, les amis, si elle arrive à survivre et si elle arrive à utiliser son effet de prière, eh ben en fait, ça va être très compliqué pour notre adversaire de gérer en fait toutes les petites sisters qu'on va être capable de déployer. Voilà, chaque tour,
tant que cette carte survit, on peut déployer un nouvel exemplaire de cette carte-là gratuitement, juste en priant comme ça. Avec ses points de vue supplémentaires et avec par exemple la carte défensive Secret Altar qui a été améliorée également, eh bien on peut légitimement penser que cette carte-là va devenir un gros problème dans la méta. Ça va être une carte qui va fonctionner, qui va nous permettre de remplir notre board de petites troupes comme ça, et ça risque de vraiment de poser problème. Donc voilà, il faut tester, il faut voir ce que ça donne. Moi je vais tester, c'est sûr, parce que ça a vraiment l'air très très fort. Et j'espère me tromper, j'espère que cette carte-là va pas devenir complètement overpétée. Et si c'est le cas, eh bien j'espère que les développeurs sauront réagir comme ils l'ont fait avec Gruk à la saison précédente et mettre un hotfix quelques jours après pour corriger ce potentiel problème. Voilà les amis pour les changements des Sisters, donc des changements qui sont assez intéressants dans l'ensemble, qui rendent des cartes qui sont peu jouées, qui sont un peu faibles, un petit peu plus fortes, mais sans être dans l'excès pour autant. Et malheureusement, un changement par contre potentiellement très dangereux. Et donc ça, il faut voir, il faut tester pour voir ce que ça donne. Mais il y a probablement moyen que cette carte-là devienne compliquée, devienne assez problématique. J'espère me tromper, mais voilà, on verra bien ce que ça donne. En tout cas les amis, il faut tester pour voir. Et on a terminé de faire le tour des différents changements. Ok les amis, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo pour faire le point sur le Meta Report et le Balance Patch vous aura intéressé. J'espère que ça vous aura plu de voir avec moi ces différents changements. Est-ce que... Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ma manière de voir les choses, si vous êtes d'accord avec mon analyse des différents changements. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que ça vous aura plu tout ça. N'oubliez surtout pas de vous abonner les amis, de liker, de partager, etc. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, ciao ciao les amis et Jugadon out.